Bien, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard au démarrage. On a eu un imprévu, mais voilà, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Donc, je suis vraiment ravi d'introduire ce sixième webinaire organisé dans le cadre donc, de la célébration des 50 ans du centre de Toulouse. Et donc, qui s'intitule Faut-il croire les promesses de la bioéconomie? Donc, je vais donner quelques mots d'explication pour indiquer pourquoi on a choisi ce titre et quel est l'objet de ce séminaire. Vous le savez, le terme bioéconomie, en fait, est d'une certaine façon comme une promesse. La bioéconomie s'entend généralement alors comme le développement de nouvelles approches de la production, des approches de la production qui permettent de s'affranchir de la dépendance des ressources fossiles en développant une économie basée sur la biomasse, c'est-à-dire une économie basée sur l'utilisation de ressources renouvelables, mais également sur le recyclage. Et donc, la bioéconomie, dans tous les textes dont on dispose, en fait, constitue le moyen privilégié pour tenir la feuille de route d'une économie décarbonée. Et c'est le point de passage obligé pour respecter les objectifs de limite du dérèglement climatique dans des proportions acceptables. Les promesses de la bioéconomie sont généralement associées à celles de biotechnologie. L'utilisation efficace de la biomasse requiert en effet des procédés de biotransformation parce qu'effectivement, on ne peut pas utiliser directement la biomasse pour la plupart des usages. Et donc, les nouveaux usages permettent de dépasser certains verrous. Par exemple, lorsqu'on veut utiliser des beaux produits comme des matières lignocellulosiques. Alors, dans cette association bioéconomie-biotechnologie, on voit que les fins et les moyens sont étroitement associés, de sorte qu'on peut se demander qu'est-ce qui doit primer. Est-ce qu'on doit être plutôt sur une logique d'offre ou bien est-ce qu'on doit plutôt être sur une logique de traction par la demande? On peut se demander également si, dans ce domaine comme dans d'autres, on n'a pas à faire une espèce de solutionnisme technologique qui serait une logique dominante avec toutes les limites dont on pourra discuter. Faut-il croire les promesses de la bioéconomie ou bien encore dans quelles conditions, au-delà du slogan et au-delà de ce que Bernadette Bensaud appelle les buzzwords, dans quelle mesure la bioéconomie peut-elle véritablement contribuer aux objectifs de la transition vers une économie décarbonée? Je pense que c'est une question essentielle dont, évidemment, nous allons discuter. Et de ce point de vue, la trajectoire des recherches toulousaines est particulièrement intéressante pour questionner ces relations entre biotechnologie industrielle et bioéconomie. On le sait, nous disposons à Toulouse d'une forte tradition de recherche dans le domaine des biotransformations, avec notamment des travaux de premier plan en génie enzymatique, en ingénierie métabolique et en génie des procédés. Et ces travaux ont été développés à partir au moins des années 1970. Les collaborations historiques entre l'INRA et l'INSA de Toulouse ont permis de créer un ensemble de premiers plans qui est aujourd'hui regroupé sur le campus de l'INSA. Et si l'on compte Toulouse Biotech Institute, Toulouse White Biotech et le CRIT, ce sont environ 500 agents qui travaillent dans ce domaine de la recherche fondamentale à l'innovation. Voilà, alors pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Bernadette Bensaud-Vincent et Pierre Monsan, et je les remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une chance et un privilège de pouvoir débattre de ces questions avec eux. Bernadette Bensaud-Vincent est historienne et philosophe des sciences et des techniques. Elle est professeure émérite à Paris 1.
et elle connaît bien l'INRA, et nous la connaissons bien. Elle est à la fois membre du comité d'éthique national, membre également du comité d'éthique et des enjeux sociétaux de Toulouse White Biotech. Et elle nous avait fait l'honneur de répondre à une invitation donc, pour notre premier webinaire en période covidienne, où nous avions eu des discussions tout à fait passionnantes. Pierre Monsant est professeur émérite donc, à l'INSA. Il est créateur de nombreuses structures. Je ne vais pas en faire la liste, mais évidemment, notamment Toulouse White Biotech, qui a été créée en 2010 ou 2011 et qui est une pépite dans notre écosystème. Pierre a pris ses distances avec voilà, son éméritat, mais il reste toujours très actif, et il est actuellement directeur général d'une jeune pousse, d'une start-up qui s'appelle Salizy. Voilà, donc avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Marianne Bayrou, qui va nous donner les consignes d'usage de façon à ce qu'on utilise au mieux la plateforme qui est mise à notre disposition. Marianne? Marianne? On n'entend pas Marianne. Vous m'entendez, Bernadette et... Oui, vous m'entendez, ok. Donc, pourquoi Marianne n'est-elle pas au rendez-vous? Oui, Marianne? On ne t'entend pas, Marianne. Elle a disparu des écrans. Oui, elle a disparu. Est-ce qu'elle est sortie? Alors, voilà, on va faire comme si vous saviez. En fait, l'idée, hein, c'est que on utilise systématiquement, donc vous coupez tous les micros, hein, mais ça c'est fait. On utilise systématiquement la zone chat et questions. Bon, donc vous déposez vos questions sur la zone de chat, et ensuite, effectivement, on pourra les prendre. Je prendrai ces questions dans ma voix, de façon à pouvoir effectivement poursuivre les débats avec Pierre et Bernadette. Marianne, est-ce que ton micro est activé ou non? Bon, apparemment, le micro de Marianne n'est pas activé, mais je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Et donc, je me tourne vers Pierre. Pierre, tu as, comme je l'ai indiqué, tu as été un des grands acteurs toulousains de l'épopée des biotechnologies industrielles à Toulouse. Je pense que nous nous sommes vus la première fois en 1984, quand tu avais créé BioEurope. Bon, mais ça, c'est nos souvenirs. Mais peux-tu préciser quels sont les principaux atouts des recherches toulousaines, hein? Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, et donc comment tu définirais les atouts de ce site? Le micro, Pierre. Tu n'as pas mis le micro là. Pierre, le micro. Oui, les atouts, c'est surtout la pluridisciplinarité qui a été mise en place à partir, comme tu l'indiquais, du début des années 70. Et c'est surtout la vision de certaines personnes. Je pense que beaucoup de gens ont oublié le rôle majeur qu'a joué à ce niveau Gilbert Durand. Gilbert Durand a été un des premiers à avoir une vision globale de ce que l'on appelait à l'époque le génie biochimique, c'est-à-dire le premier à voir que quand on utilise une culture microbienne pour produire des acides aminés ou des antibiotiques ou du fromage, ben c'est toujours une culture microbienne. Et donc, on est passé d'une sorte d'ensilage vertical où il y avait des écoles de brasserie, des écoles de laiterie, etc., à une vision qui était beaucoup plus transversale. Et Gilbert Durand a su tout de suite s'associer à des chercheurs fondamentalistes, des gens comme Jean-Pierre Zalta, Baudras, etc. Il y a eu tout Asselineau, qui ont accompagné cette vision par un support scientifique du meilleur niveau, ce qui a été, si tu veux, en conjonction avec
le déménagement de l'Université des sciences du centre de Toulouse vers Rangueil et la constitution du campus de Rangueil avec l'INSA notamment. Donc, et c'est à ce niveau, si tu veux, qu'est arrivée une autre composante. Tu veux, Gilbert Durand était un paysan de la Creuse. Il serait très heureux aujourd'hui, parce que c'était un microbiologiste des sols, il serait très heureux de voir qu'on a redécouvert qu'il y avait de la vie dans les sols. Et au lieu de se lamenter parce que nous n'avions aucun moyen, on n'était que trois au départ, lui, Gérard Goma, à qui je tiens à rendre hommage, et moi. Et donc, on n'était que trois, on n'avait pas de moyens. Et au lieu de se lamenter, Gilbert Durand a décidé d'aller chercher des moyens pour faire de la recherche, ce qui était vraiment pas courant au début des années 70, auprès des industriels. Et donc, c'est comme ça que s'est mis en place une interface déjà publique-privée, recherche scientifique, application industrielle, grâce à ces initiatives. Et en ces temps-là, en ces temps ancestraux, la prégnance administrative était beaucoup moins forte et on pouvait jouer un peu, pas hors jeu, mais quasiment. Et on pouvait marquer des buts avec la main de Dieu. Et Gilbert a créé une association, la BRIAF, qui a permis de gérer des contrats, qui a permis de recruter des gens et qui a permis de financer surtout 2 bâtiments sur le campus de l'INSA. Donc, c'était pas simplement de la parole et du thankful willing, c'est vraiment du concret. Voilà, et donc c'est à partir de là que s'est construit toute une activité qui a été ensuite soutenue dans les années 80 lorsque les biotechnologies ont débarqué de Californie et qu'il y a eu un programme mobilisateur national sur la biotechnologie, dont d'ailleurs Gilbert Durand a été le directeur. Et c'est comme ça que s'est installé un centre de transfert sur le campus de l'INSA, justement pour favoriser ce passage à l'innovation. Donc voilà un petit peu la genèse de cette histoire. Donc on est dans les années 80 là, et depuis les années 80, quelles sont les principales étapes, hein? Ça fait quand même une trentaine d'années, le début des années 80. Donc on voit effectivement la marque de Gilbert Durand, de Gérard Goma et ta propre empreinte, hein, sur cette histoire. Est-ce que tu peux nous dire depuis les années 80, donc quelles sont les principales étapes, hein? Eh bien, au début des années 80 en particulier, grâce à cette dynamique très importante, on a pu attirer ELF, le groupe pétrolier ELF, lorsqu'il a voulu se lancer dans les biotechnologies. C'était ELF Bio-Recherche. Au lieu d'aller s'implanter à Montpellier ou à Pau, comme cela aurait pu être le cas, ce groupe s'est implanté à Toulouse, sur le site de la Beige. Et c'est ensuite cette société ELF Bio-Recherche qui est devenue Sanofi, parce qu'en parallèle, l'argent du pétrole, à cette époque-là, a servi à créer un groupe pharmaceutique national. Et donc, c'est devenu ensuite Sanofi Bio-Industrie, qui a joué un rôle très important dans le développement des biotech industrielles au niveau national. Donc, toutes ces collaborations, que ce soit avec des sociétés comme ELF, comme Rhône-Poulenc, comme Béguincé, se sont intensifiées. Un point important, je crois, c'est que cette recherche collaborative était très imbriquée dans la formation d'ingénieurs. Et donc, on a pu, au cours de ces années, former toute une série de promotions d'ingénieurs en génie biochimique, qui est ensuite devenu biotechnologie, qui est devenu ensuite biologie de synthèse, bioéconomie, etc. Et les étapes suivantes ont été, dans les années 90, des investissements très importants. C'est là qu'on a pu mettre en place toute une série de plateformes technologiques qui ont été regroupées sous la houlette de Genotool. Et enfin, dans les années 2000, on a pu, à la fin des années 2000, grâce au grand emprunt et grâce
programme investissement d'avenir, mettre en place tous les LabEx, les Equipex et en particulier le démonstrateur industriel TWB. Ouais, Donc, on a pu à la fois approfondir les aspects très fondamentaux et il y a eu une montée en gamme vraiment très importante sur le plan scientifique en attirant, bien sûr, ça a permis d'attirer des gros calibres sur le plan scientifique et en même temps, il y a eu une montée dans le transfert concret des résultats de cette recherche vers des applications industrielles. Tu parles effectivement des grands groupes comme Elf Biorecherche et Ron Poulenc. En fait, ils ont disparu en fait du paysage. Tu as toi-même contribué à la création de start-up. Hein. J'évoquais tout à l'heure Bio-Europe. Et donc, par rapport à ce paysage industriel, comment tu vois la situation, l'évolution de la situation? Parce que, comme tu l'as dit, ça a été essentiel pour la constitution et la dynamique, y compris via la formation, les débouchés, si je puis dire, pour les étudiants. Donc, comment cette partie, effectivement, assez essentielle dans cette dynamique a évolué? Mais la grande évolution, c'est que les grands groupes industriels sont de plus en plus dirigés par des financiers, dans une logique strictement financière, beaucoup moins qu'une logique plus scientifique ou technologique, comme c'était le cas dans les années 70 ou 80. Et la conséquence, c'est à la fois un danger et une opportunité. C'est un danger parce que on voit ce qui se passe aujourd'hui. Quand on veut développer des vaccins en France, on est un petit peu à côté de la plaque par rapport à d'autres pays, parce qu'il n'y a plus cette compétence en interne dans ces grands groupes. Mais c'est une opportunité parce que ces grands groupes vont chercher l'innovation dans les laboratoires publics qui sont au meilleur niveau, et également ils vont la chercher dans des startups qui n'ont pas d'autre choix que de réussir ou disparaître. D'accord. Alors, tu es prof à l'INSA, mais tu as beaucoup travaillé avec l'INRA, à la fois de différentes façons. Hein, et je pense que dans cette aventure que tu as résumée et sur laquelle on va revenir quand même, en fait, c'est difficile de séparer en fait les deux institutions. Et j'aimerais que tu nous dises, de ton point de vue, en fait, comment cette association forte, hein, historique, entre l'INSA et l'INRA a contribué à cette trajectoire, a contribué à ces originalités? Bien, d'abord, il y a eu une excellente relation lorsque Gilbert Durand était au ministère de la Recherche, entre lui et des gens qui sont ensuite devenus présidents de l'INRA, comme Guy Paillotin ou Pierre Douzou. Donc, il y avait un respect très important dans cette relation. Et c'est ce qui a conduit, Guy Fauconneau, en particulier, Guy Fauconneau a été le premier à m'attribuer un poste d'agent INRA dans mon équipe en 1984, justement. Et je crois qu'il y a eu un fit très important parce que l'INRA est un organisme de recherche finalisé. Et l'INRA comprend parfaitement que l'on peut concilier de la recherche scientifique du meilleur niveau avec des applications qui débouchent au plan industriel. Et là, il y a eu un accompagnement, comme je le disais, par des gens comme Guy Paillotin ou Pierre Douzou, mais ensuite par Marion Guillou, par Paul Colonna qui a joué un rôle majeur pour abreuver en poste les équipes de l'INSA, des équipes qui étaient dans le laboratoire qui s'appelait Biotechnologie Bioprocédés, qui est devenu LISDP, qui maintenant s'appelle TBI. Je crois qu'il y a eu un pari, au niveau de l'INRA, comme l'INRA sait le faire, de mobiliser des moyens sur un laboratoire de manière à lui donner les meilleures chances de réussir. Et c'est cette imbrication étroite entre, à l'époque, le LBB, le LISBP ensuite, et l'INRA, qui a permis, par exemple,
de monter le projet TWB. Tu veux, moi, j'avais beaucoup bassiné Marion Guillou en lui disant que on était un petit peu en retard en France, pour ne pas dire plus, sur le plan de ce qu'on n'appelait pas encore la bioéconomie, mais au moins la valorisation des ressources renouvelables au plan français. Et lorsque ce cher président Sarkozy a eu l'excellente idée d'injecter une vingtaine de milliards dans la recherche et les universités, eh bien, c'est elle qui m'a dit, bon, tu m'as assez vacciné avec le fait qu'on faisait rien, donc maintenant tu y vas et tu montes un projet. Donc, elle m'a envoyé devant la commission Rocard-Juppé pour vanter les charmes des bibliothèques que l'on appelait blanches, des bibliothèques vertes, et c'est André Sirota pour l'INSERM qui a vanté les charmes des bibliothèques rouges. Donc tout ça, ça a été retenu et ça a permis des financements très importants. Donc, comme je le disais, des LABEX, des Equipex et TWB. Je me tourne vers Bernadette. Donc, il faut que tu cliques sur ton micro, Bernadette. En fait, j'aimerais voir ton point de vue sur l'originalité de Toulouse. Hein. Tu as beaucoup travaillé, alors beaucoup sur la chimie, mais également sur la biologie de synthèse. Donc, tu as une vision de ces domaines qui est un peu décalée, mais tu connais aussi très bien TWB et le site toulousain. Donc, je voudrais te poser un peu la même question. Hein. L'ADN de Toulouse, c'est, si je puis dire, c'est quoi de ton point de vue? Le micro est coupé, Bernadette. Oui, c'est bon là. Voilà, l'ADN de Toulouse, je ne sais pas si la métaphore est belle, mais et je pense que ce qui m'a frappé, moi, dans l'essor de Toulouse White Biotechnology, c'est le fait que c'était très en continuité avec une tradition industrielle qui a existé en France et qui a été forte d'industrie biotechnologique, des fermentations, etc., qui a été portée, et tu l'as rappelé tout à l'heure, qui a été portée par les grands groupes chimiques comme Ron Poulenc et Sanofi. Or, ces deux grands groupes, Ron Poulenc était plutôt axé, je crois, sur les antibiotiques et les vitamines, Sanofi plutôt sur les enzymes, mais les deux ont collapsé, si je peux dire, dans les années 90. Et au moment même de la montée en puissance, non seulement en France, mais ailleurs, des pratiques de génie génétique. Et donc là, il y avait une occasion à saisir. Je crois que Toulouse l'a saisie. Maintenant, pour avoir une vision d'ensemble du paysage français, je ne l'ai pas. Je dirais même que je pense que j'ai une vision un peu biaisée parce que j'ai participé à l'élaboration de l'avis de l'Académie des technologies, c'était en 2013, je crois, ou 2014, sur les biotechnologies. Et il se trouve que à l'Académie des technologies, a été porté par Pierre Monsan d'un côté et François Képès qui est au Génopole de l'autre. Et donc, tout notre rapport a été polarisé autour de Évry, le Génopole, et Toulouse. Et d'ailleurs, notre avis s'est appelé très pudiquement avis sur la biologie de synthèse et les biotechnologies blanches. Donc, il n'existe que ça d'après l'Académie des technologies en France. Je pense que c'est une vision un peu courte. Évidemment, il y a un contraste assez fort. Je ne sais pas s'il est toujours actuel, mais il y avait à l'époque un contraste assez fort entre la tradition portée par le Génopole avec François Képès, qui est beaucoup plus centrée sur le génie génétique, justement, et qui mobilise beaucoup de biologie systémique,
c'est-à-dire d'approche computationnelle, de modélisation ainsi que de simulation informatique, avant de passer à la construction proprement dite de matériel biologique. Et ça, c'est une approche qui est beaucoup plus proche, je dirais, de la science fondamentale que celle de Toulouse. La biologie de synthèse, au sens international d'ailleurs en général, est quelque chose qui est à la fois science et ingénierie. Hein. C'est-à-dire que on construit des outils, des dispositifs biologiques pour connaître, pour comprendre. Hein. C'est le fameux knowing through making, c'est-à-dire que il y a plus d'accent mis sur l'augmentation des connaissances à partir de l'approche ingénierie que sur le passage de l'ingénierie à la production à grande échelle industrielle. Donc, c'est deux choses assez différentes. Maintenant, j'ai bien conscience, quelques années après, que la vision des biotechnologies qu'on a donnée dans ce rapport de l'Académie des technologies a passé sous silence d'autres centres de biotechnologie en France. Je pense notamment aux biotechnologies vertes qui sont développées notamment à Clermont-Ferrand et qui ont gagné en visibilité au moment des débats sur CRISPR-Cas9, quelques années plus tard, et qui sont beaucoup plus proches, à mon avis, des travaux de l'INRA, parce que justement, ça mobilise beaucoup l'agriculture. Et il y a aussi sans doute d'autres centres, notamment, je crois qu'il y a pas mal de petites entreprises biotech à Montpellier qui font leur chemin. Et voilà, donc il y a beaucoup d'invisibilisation, je crois, et ça serait important de faire un panorama, d'avoir à un moment donné un panorama complet, mais je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Merci Bernadette. Je me demande si, en poursuivant un peu la discussion, si ce que vous aviez vu en 2013-2014, à savoir une forte différenciation entre Évry et Toulouse, est toujours de mise aujourd'hui. Il me semble que à TBI, il y a aujourd'hui pas mal de modélisation, il y a des revendications aussi de biologie de synthèse. Alors, la biologie de synthèse, c'est un peu un fourre-tout, hein, c'est voilà, c'est aussi un autre terme parapluie, mais disons, après le mirage de la biologie de synthèse de garage avec des briques qu'on réassemble à l'envie, et donc le modèle du Lego de Drew Handy, il me semble que des questions quand même autour des châssis, des questions de la modélisation, à essayer d'avoir un certain nombre de principes de base génériques sur lesquels on s'appuie, un peu comme ce que disait Pierre pour le passage des fermentations en silo à une approche effectivement du génie microbiologique comme une discipline à part entière. Je me demande effectivement s'il n'y a pas un peu de convergence depuis une dizaine d'années, mais je voudrais avoir le sentiment de Pierre là-dessus. Non, mais je crois que l'occultation qu'évoque Bernadette très justement, elle vient d'un fait que l'on a peut-être oublié, mais c'est que tout ce qui était biotechnologie végétale était absolument honni pendant une bonne vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il ne fallait même pas parler de biotechnologie végétale pratiquement. Ou alors on se faisait assassiner. Et si tu veux, c'est là qu'il y a une différence entre Évry et Toulouse. Évry, c'est le secteur de la santé. Mmh. Tout le monde veut sauver sa peau. Hein, moi-même, tu vois, en vieillissant, je me rapproche du secteur de la santé parce que ça peut toujours servir. Et donc, au niveau de la santé, il n'y a aucun problème de système génétiquement modifié. Tout le monde l'accepte. Tous les diabétiques prennent de l'insuline recombinante sans se poser la moindre question. Et le défi qu'on a eu à Toulouse, et en particulier TWB, ça a été de faire accepter ces modifications génétiques au niveau du monde microbien. Bon, c'est pas le végétal, c'est pas dans les champs, c'est pas trop visible, c'est dans des fermenteurs, c'est dans un milieu fermé, donc c'est un peu plus facile.
Et justement, si moi j'ai mis en place un comité d'éthique auquel je remercie Bernadette d'avoir accepté de participer, c'était justement pour essayer d'occulter le débat, pas de le désamorcer, mais de montrer qu'on se posait le maximum de questions sur le sens de ce qu'on faisait, sur les conséquences potentielles. Je crois que une des originalités de TWB, c'est d'avoir eu un philosophe embarqué, Vincent Grégoire Delory, qui venait périodiquement discuter de nos projets sous un angle non pas de scientifique, non pas de technologue, mais sous un angle de philosophe. Et qui est-ce qui est le mieux à même de poser des questions, n'est-ce pas, Bernadette? C'est le philosophe. Voilà. On va revenir là-dessus, hein, mais j'aimerais avant effectivement qu'on aborde d'autres aspects, parce que évidemment cette dimension est très importante, hein, mais je voudrais en fait revenir sur enfin, la question de la bioéconomie et qu'est-ce que nous dit ce terme. Et Bernadette, dans un de tes articles, tu as proposé la notion de buzzword pour indiquer la façon actuelle, hein, dont le langage peut être utilisé, notamment pour la construction de politiques technoscientifiques. Et est-ce que pour toi, la bioéconomie est un buzzword et si tel est le cas, en fait, qu'est-ce que la convocation de ce concept nous apprend sur la bioéconomie? Oui, la bioéconomie est sans doute un buzzword, c'est-à-dire un mot qui fait du bruit, bzzz, hein, qui bourdonne, qui fait un mot étendard, dont le sens reste volontairement flou, de manière à pouvoir rassembler le maximum de personnes autour de lui. Et la bioéconomie permet de rassembler un certain nombre d'acteurs, des investisseurs, des économistes, des industriels, des chercheurs, des politiques, autour d'un nuage de mots qui comprend des termes comme économie circulaire, transition écologique, biomimétisme, bio, manger bio, enfin tout ce qu'on veut. Et ce flou diplomatique cache, à mes yeux en tout cas, un grand écart entre deux conceptions assez divergentes de la bioéconomie, divergentes en tout cas quant à leur soubassement. Le sens 1 de la bioéconomie, alors évidemment entre ces deux sens, qui sont deux pôles, il y a beaucoup d'intermédiaires. Mais le premier sens du mot bioéconomie, c'est le sens originaire qui a été lancé dans les années 1970 par Nicolas Georgescu-Roentgen dans The Entropy Law and the Economy, je crois que c'était 1971, et qui a été repris en France, ce sens-là en tout cas, dans l'économie du vivant par René Passet. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est que la bioéconomie? Eh bien, ça consiste à mettre en phase le temps propre à l'économie, qui est capitaliste, avec le temps cyclique, circulaire de la nature. L'idée étant que les ressources de la nature sont finies et on ne peut donc pas continuer une croissance indéfinie comme le capitalisme l'exige. Et donc, il y a contradiction entre la logique capitaliste et la logique de la nature, d'où un appel à la décroissance. L'économie doit respecter les ressources de la nature. L'économie doit s'inclure dans la biosphère, c'est ce que prenait René Passet. Les organisations économiques doivent respecter les lois et les mécanismes régulateurs de la nature, c'est-à-dire renoncer au capitalisme, à la croissance illimitée. Et ça va avec la mise en œuvre de techniques biomimétiques qui prônent des techniques intégrées dans les cycles de la nature, en particulier aujourd'hui le mouvement Cradle to Cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau. On y reviendra peut-être.
Et l'autre sens du mot bioéconomie, c'est le sens qui a été utilisé et propagé par le rapport de l'OCDE en 2009, la bioéconomie à l'horizon 2030. Alors là, c'est au contraire une bioéconomie complètement capitaliste. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que la bioéconomie est la clé du développement durable parce que le vivant est une source illimitée de ressources renouvelables et non polluantes en plus. Et donc, il faut partir non pas des ressources fossiles, mais du vivant directement, du vivant immédiatement, et on résoudra ainsi tous les problèmes de santé, de pollution, d'énergie. Donc le vivant est la source de toute valeur. Il offre le temps indéfiniment réversible dont on a besoin pour la croissance capitaliste. Et dans ces conditions, les outils de la bioéconomie, pour fabriquer ce temps réversible nécessaire à la croissance indéfinie, c'est utiliser le vivant comme source d'énergie renouvelable. Pas besoin d'attendre 100 000 ans pour avoir des énergies fossiles. Prenons-le à la source, hein, et gagnons du temps. C'est la biologie de synthèse, construire à partir des briques élémentaires. C'était le programme du NBIC, hein, Shaping the World Atom by Atom, c'est-à-dire partir des briques élémentaires pour constituer ça. Et aussi régénérer les tissus grâce aux cellules souches, ou bien cryogéner des gamètes, hein, pour les utiliser au moment où on voudra. Bref, s'affranchir du temps de la nature, s'affranchir des cycles de la nature, c'est tout l'inverse de la bioéconomie telle que la concevait René Passet. Donc, entre les deux, bien sûr, il y a toute une gamme, hein, et je pense que White Biotechnology se situe quelque part sur cette gamme. Mais la bioéconomie illustre la confiscation, à mes yeux, d'un problème, celui de la durabilité de l'économie, avec l'offre d'une solution qui permet d'enterrer le problème, c'est-à-dire d'inventer des alternatives en proposant finalement quelque chose qui n'est pas vraiment une alternative, c'est-à-dire la bioéconomie au sens 2. Donc, cette bioéconomie au sens 2, hein, qui est la bioéconomie au sens où la source de toute valeur ajoutée, c'est le vivant, et que le vivant doit être mis au travail pour faire du capital, eh bien, c'est celle qui préside un petit peu à l'essor de la biologie de synthèse dans les années 2000. Oui, je trouve que c'est vraiment, j'ai de l'écho, vraiment important et éclairant que tu cites genre Rescurogène et les travaux de Passet. En fait, le début des années 70 est extrêmement marqué par toutes ces discussions, hein. Il y a également le rapport Meadows, donc toute la problématique effectivement de la confrontation à un monde limité, hein, qui apparaît déjà. C'est aussi le temps, en fait, et c'est la crise du pétrole, hein, où les grands du pétrole, en fait, réalisent effectivement qu'ils sont assis sur des ressources qui ne sont pas éternellement renouvelables, et donc il y a des investissements très très importants des grands pétroliers dans les biotech, hein, à l'époque, y compris dans les biotech vertes, hein, et évidemment, on est dans la période voilà, 73, c'est le brevet de Cohen et Boyer sur les technologies de l'ADN recombinant. Et donc, on a une configuration dans le début des années 70 qui est vraiment intéressante et où ces tensions, effectivement, existent, hein. Moi, je te suis dans ton analyse quand tu dis que sur le plan des politiques technologiques, c'est la bioéconomie mode 2 qui l'emporte. Moi, je vois en fait une hésitation en fait au niveau INRAE. Quand je lis le rapport, donc le dernier document d'orientation INRAE 2030, où on a donc parmi les 5 orientations scientifiques, l'une concerne la bioéconomie. Je me permets de lire cette orientation. Donc, je cite,
une bioéconomie basée sur une utilisation sobre et circulaire des ressources, fermez les guillemets. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire enfin, introduire la question de sobriété et l'associer à la bioéconomie. Alors, comment vous comprenez cela? Et la question s'adresse à tous les deux, évidemment, ce rapport à la sobriété et à la circularité, et quelles peuvent être les contributions des biotechnologies. Alors peut-être Bernadette d'abord et puis ensuite. Oui, je pense que l'appel à la sobriété, c'est plutôt la bioéconomie au sens 2, mode 2. L'appel à la circularité, c'est plutôt la bioéconomie au sens 1, mais enfin ça peut être les deux, puisque dans la biologie, la bioéconomie au sens 2, on peut aussi être circulaire. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai cité tout à l'heure le mouvement Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Or, qui a été lancé dans les années 80, au début des années 80, par William McDonough et Michael Braungart. Or, pour eux, la bioéconomie doit être circulaire, mais surtout pas sobre. C'est un mouvement très biomimétique, mais pour eux, pour construire un système bouclé sur lui-même, il faut réintégrer les déchets dans le système technique, c'est-à-dire faire comme la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun déchet, parce que tout déchet est immédiatement réutilisé pour servir à refaire autre chose. Et donc, ils sont extrêmement hostiles à ce qu'ils appellent le minimalisme moralisateur de l'écologie industrielle des années 70, et ils critiquent beaucoup les apôtres de la décroissance ou de la frugalité économique. Pour eux, un design inspiré de la nature et circulaire, ça veut dire faire comme le cerisier. La nature, elle, ne produit pas juste ce qu'il faut. Le cerisier, disent-ils, produit des cerises à profusion qui servent en se décomposant, à apporter des nutriments au sol ou à nourrir les petits oiseaux. Et la nature ne produit pas en vue d'une fonction, elle ne vise pas l'efficacité, elle ne vise pas l'économie. Donc, pour eux, le circulaire n'est pas sobre. Donc, on voit comment on hésite toujours entre ces deux sens de bioéconomie, entre sobriété, circularité. Toutes les mélanges en proportions diverses sont possibles. Et c'est sûr qu'on peut jouer sur ces deux termes et que l'INRAE joue sans doute sur ces deux termes. Pierre, non, je crois que, bon, la différence entre les chocs pétroliers que tu évoquais dans les années 70 ou 80 et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience sur le problème de réchauffement climatique qui est évident. Donc, ça change complètement la vision des choses. Quand on veut construire des molécules, il faut du carbone. Bon, je mets de côté l'électronique et l'informatique, qui sont plutôt silicium. Ce carbone, où est-ce qu'on va aller le chercher? On va aller le chercher dans des ressources renouvelables, soit des agro-ressources, soit la biomasse végétale. Et c'est à partir de ces ressources renouvelables, et non pas à partir d'un stock qui est fini par définition de ressources fossiles, qu'il faut se mettre à travailler. Alors, moi, je vais l'aborder d'une autre manière. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas de compétitivité possible entre les ressources fossiles et les ressources renouvelables. Quand on voit qu'il y a un an, le cours du baril de pétrole était de moins 37 $ par baril, bon, on en est arrivé à des coûts négatifs. Donc, comment voulez-vous entrer en compétition avec ça? Donc, la seule solution, à mon avis, pour développer ces économies sobres et circulaires, c'est surtout de mettre une taxe carbone. Je rejoins tout à fait mon cher Jean Tirole, qui est un fervent défenseur de la taxe carbone.
Et ça sera la seule façon de rendre viable cette économie à la fois sobre et circulaire, mais basée surtout sur du carbone renouvelable. Et d'ailleurs, on voit bien que si je fais un bilan de tout ce qui a été investi au cours des 10-15 dernières années, le seul procédé biotechnologique qui a vraiment émergé à une échelle industrielle, c'est un procédé qui a été développé par une société à l'origine néo-zélandaise, maintenant américaine, qui s'appelle LanzaTech, fondée par Shem Simpson, qui a été d'utiliser comme source de carbone les effluents gazeux des grandes industries, c'est-à-dire des industries d'aciérie, enfin, les cimenteries, etc. Et donc, c'est à partir de ce carbone qui a un coût nul, ou même un coût négatif, puisque c'est une dépollution, qu'on est arrivé à développer des procédés qui sont viables à l'échelle industrielle, c'est-à-dire à très grande échelle. Aujourd'hui, la plupart des autres procédés ne sont pas viables. Essentiellement, les seuls domaines qui supportent les coûts de carbone habituels, ce sont les domaines comme la nutrition, la santé et la cosmétique. Et d'ailleurs, on a vu, que ce soit aux États-Unis ou en France, des sociétés qui étaient très actives dans cette bioéconomie devenir des sociétés de fournisseurs d'ingrédients cosmétiques, comme Global Bioénergie en France, par exemple. L'important, c'est de développer des procédés qui sont donc basés sur ce carbone renouvelable et surtout qui sont performants. Et c'est là tout le défi de la biologie de synthèse. C'est d'atteindre les rendements, les productivités, les teneurs finales aussi élevées que possible pour que ça soit viable. Oui, mais Pierre, juste deux réactions. Alors, il faut pas que je les associe parce que sinon ça va pas aider le débat. Mais tout d'abord sur cette question effectivement de taxe carbone en fait. Il me semble qu'il faut distinguer deux choses. Une chose qui me semble donc incontestable, c'est le fait que les effets prix jouent. Et donc, la possibilité d'utiliser le carbone d'origine biomasse par rapport au carbone d'origine fossile dépendra effectivement des rapports de prix. Donc là, j'ai un accord complet là-dessus. L'autre, c'est de savoir en fait quel est le chemin de transition. Et c'est là que la taxe carbone, en fait, bute sur enfin, pour le dire vite, en fait, si on veut créer des gilets jaunes un peu partout, utilisons effectivement la solution de la taxe carbone. La question, c'est effectivement de savoir comment on va avoir une transition qui va permettre ces évolutions, sachant que voilà, c'était indiqué dans le mouvement des Gilets jaunes. Si c'est toujours les mêmes qui ont l'impression de payer, si on ne compense pas effectivement des pertes qui sont liées à une baisse d'activité. Enfin voilà, donc il y a toute une série de contraintes qui font que la solution de la taxe carbone, elle est intéressante dans l'absolu, mais ensuite, en pratique et d'un point de vue politique, elle bute sur un certain nombre de questions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer, me semble-t-il. Bon, peut-être tu n'es pas d'accord là-dessus, d'où effectivement le jeu sur l'innovation que tu évoquais, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas simplement effectivement avoir un soutien par les prix, par les taxes, etc. Il faut aussi avoir des processus efficaces. Et de ce point de vue, quand même, les calculs qui ont été faits, alors je ne les ai pas sous les yeux, mais qui ont été faits sur si on substitue la biomasse renouvelable au pétrole pour les transports, en fait, il faut couvrir, enfin moi j'avais vu des chiffres qui existent, notamment Michel Griffon qui en parlait beaucoup, en fait, avec l'ensemble des cultures, on satisfait à peu près 20 ou 30% des besoins mondiaux. Donc de toute façon, ce n'est pas une solution générale, c'est une solution qui doit être articulée à d'autres solutions. Donc, et par rapport à ça, il me semble qu'il faut peut-être, comment dire, bien spécifier
de quoi la bioéconomie est une promesse. Parce que quand on rêve effectivement d'un monde où la bioéconomie, le recyclable, etc., va se substituer aux ressources fossiles, ben, on a peut-être des impasses de raisonnement qui font que ce sur quoi les projections que l'on fait, en fait, sont trop incomplètes pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Je ne sais pas comment vous réagissez à tous les deux à ces deux observations. Un, sur une politique taxe carbone, et puis ensuite deux, sur finalement comment on peut envisager une portée réelle de la bioéconomie. Non, mais je crois qu'il y a une nécessité de pédagogie qui est évidente. Si tu veux, si on se contente de mettre une taxe carbone sur le diesel à la pompe, bon, on a la réaction que tu évoquais avec les gilets jaunes. Je crois qu'il faut quand même envisager des choses un peu plus pédagogiques et je dirais à une échelle différente dans des domaines différents. Euh, Aujourd'hui, on croule sur les matières plastiques. Ben, pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus compétitif. Alors, heureusement, il y a des équipes à l'INSA qui développent des enzymes qui sont capables de recycler certains polymères, comme le PET. Mais bon, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Oui. Bernadette, sur ces aspects, Oui, moi je suis frappée par oui, il y a conflit très clair, par le fait que la solution taxe carbone, elle s'impose en effet si on veut être compétitif. Il faudrait l'accompagner, en plus de taxes carbone, d'intégration des coûts négatifs, c'est-à-dire de ce qu'on économise comme carbone en changeant, etc., ou en recyclant, etc. Mais ça n'est qu'un aspect du problème, et je crois que c'est certain qu'il faut des mesures d'incitation politique, sinon jamais la biotechnologie, la bioéconomie et les biotechnologies ne démarreront parce qu'elles ne pourront jamais être compétitives. Mais est-ce que c'est vraiment la compétitivité qu'il faut toujours chercher ? Et là, il me semble que, à côté de ces innovations qui cherchent toujours à aller vers des économies d'échelle, de la compétitivité, etc., il y a place pour d'autres types d'innovations qui peuvent émerger, et de la société civile, quelquefois autant que des organismes de recherche comme l'INRAE ou d'autres, et qui sont des petites innovations très incrémentales, mais qui visent soit à aller vers du plus sobre, soit vers du plus circulaire. Et il y a énormément d'initiatives, souvent portées par des associations ou des jeunes ingénieurs, y compris des ingénieurs de biotech, qui ne visent pas forcément à aller vers des grandes applications industrielles rentables avec standardisation du vivant, mais plutôt à essayer de bricoler des solutions et qui ne visent pas énormément le marché industriel. Voilà. Et je pense qu'il y a tout un courant aujourd'hui sur lequel je voudrais attirer l'attention des auditeurs, c'est-à-dire qu'il y a ce courant qui s'appelle en anglais Thrifty Science, la science économe, hein, qui renouvelle tout un courant du XVIIIe siècle, d'une science un peu de ménagère. Et n'oubliez pas que la science de la maison, de l'oikos, c'est l'origine de l'écologie. Et cette science de ménagère qui est que l'on trouve souvent dans des manuels écrits par des femmes au XVIIIe siècle d'ailleurs, c'est quelque chose, ce sont des recettes pour fabriquer des cosmétiques à la maison, des produits d'entretien, ou des peintures, ou des vernis, voilà. C'est une science qui est un peu une science du bricolage. Alors je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, hein, mais il faut aussi prendre en compte ce genre d'innovation sociale, sans se faire d'illusions, c'est pas la panacée, mais faire une place pour cela et écouter ce qui se fait dans les associations, les sociétés civiles. peut-être pour aller dans ton sens, et puis on demandera à Pierre de réagir, mais
si on s'intéresse au recyclage, en fait, le recyclage, c'est en fait des pratiques anciennes, hein, et des chiffonniers, voilà, donc c'est quelque chose qui existe et qui est plus lié à une économie sociale et solidaire. Un des premiers recycleurs en France, c'est Emmaüs, ou bien ce sont les déchetteries qui ont été mises en place par les mairies. Donc, du coup, parce qu'il y a une obligation effectivement par rapport aux déchets. Donc, du coup, si on veut brancher l'enzyme qui dégrade le PET donc de nos collègues de TBI, il faut peut-être penser aussi à tous ces circuits et toutes ces capacités d'innovation et toutes ces capacités à faire qui sont plutôt une innovation sociale, une innovation qui peut être portée par des sociétés d'économie mixte, etc., et qui ont une logique qui n'est pas effectivement strictement une logique de compétitivité économique, parce que on produit d'autres aménités qui peuvent être prises en compte. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, c'est peut-être pas finalement dans nos façons de penser, hein, on a très peu de relations. Par exemple, INRAE, je pense que dans le modèle économique, si je puis dire, de TWB, c'est pas forcément quelque chose qui est calculé, hein, pour le dire comme ça. Mais c'est peut-être, si on, enfin moi il me semble, en tout cas c'est un argument que j'aimerais défendre, hein, c'est que si on veut aller vers du recyclage, en fait c'est toutes ces capacités qu'il faut remobiliser. Pierre, comment tu réagis à cela? Enfin, moi j'ai une vision un peu différente, si tu veux. Bon, TWB, l'objectif simple, c'est de montrer qu'à partir d'une bonne recherche, on peut générer des retombées économiques. Et on peut, le chercheur, si tu veux, le chercheur que j'étais, avait une obsession, c'était de rendre à la société le fait que la société payait son salaire et lui permettait de se faire très plaisir en faisant de la recherche. Voilà. Donc, si tu veux, on peut faire de la recherche dans son coin en se faisant plaisir, ou on peut faire de la recherche en se faisant plaisir, et en plus, en générant des retombées économiques, c'est-à-dire de l'emploi. Et je crois qu'au niveau sociétal, bon, le problème majeur, c'est le fait que les gens aient ou n'aient pas un emploi qui leur permet de vivre décemment. Voilà, ça c'est un problème de base. Après, moi ce que je constate, c'est que beaucoup de préoccupations sur le recyclage ou autre sont l'effet de gens qui n'ont pas ces problèmes de base, ces besoins de base. Et là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu, parce que je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde achète en vrac. Le jour où il y aura une contamination microbienne dans un de ces sachets que l'on amène, ça va faire un gros scandale. Et ça va mettre en péril pas mal d'activités économiques. Donc, il faut être très prudent. De même que la production bio, c'est très très bien, mais il faut que ce soit maîtrisé, contrôlé. Sinon, on va au-devant de problèmes qui seront très difficiles à résoudre. D'accord. Donc, il y a une série de considérations effectivement qu'il faut effectivement intégrer. Alors, moi, j'aimerais, enfin, on peut rebondir là-dessus, hein, mais j'aimerais discuter de la question de l'intégration des recherches sur la bioéconomie dans les territoires occitans. Il est vrai que dans une conception un peu standard de la politique scientifique, mais également de la réalisation des recherches, on produit de la connaissance qui, en fait, est une connaissance supposée universelle. Et donc, finalement, le fait que ce soit utilisé ici ou ailleurs a peu d'importance. Et donc, dans une conception traditionnelle, mais évidemment qui est discutée, le fait de se nourrir d'un territoire, d'interagir avec un territoire et d'avoir des retombées sur un territoire, en fait, n'est pas une question de première importance dans la politique scientifique, hein. D'ailleurs, si on prend INRAE, on était jusqu'à présent, ça bouge un peu, un institut extrêmement jacobin, hein, où en fait, avec une politique nationale et finalement le local comptait peu. Aujourd'hui, on a une reconfiguration. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est plutôt sur la bioéconomie dans les territoires occitans, en fait, que je veux porter ma question. Comment faire de sorte que
ce qui, enfin, est-ce que c'est une question pertinente? Peut-être pas, hein, ça dépend un peu de la conception. En tout cas, comment faire de sorte pour que on développe une bioéconomie dans les territoires occitans? Est-ce que c'est un sujet pour bon, Pierre, tu ne représentes plus TVB, mais tu as assez travaillé et voilà, tu as porté ce projet. Donc, est-ce que c'est un enjeu et de quelle sorte? Voilà. Et si oui, quels sont les principaux obstacles et les principaux leviers pour développer ce projet de bioéconomie occitane? Alors, c'est bon, c'est très difficile et peut-être très simple de répondre. Euh, les biotechnologies sont par essence diffusantes, donc c'est pas du local, ça ne peut pas être du local. Alors, si je réponds plus précisément à ta question, euh, la problématique, c'est que les biotechnologies sont très consommatrices d'investissement, hein, de CAPEX. En gros, à la louche, il faut investir 1 euro pour 1 euro de marché, de prix marché. En Occitanie, je suis désolé, mais premièrement, il n'y a pas de puissance financière. Deuxièmement, il n'y a pas de culture industrielle. Alors, ça va peut-être paraître paradoxal ce que je dis, parce que nous avons une très belle industrie aéronautique, bon, qui connaît ses vicissitudes, une très belle industrie sur les satellites, mais pour moi, c'est pas de la vraie industrie, c'est de l'industrie qui est para-étatique, qui est très liée au fonctionnement de l'État. Toulouse n'a rien à voir avec la région lyonnaise, avec la Champagne, avec Lille. Donc, nous n'avons pas le financement, nous n'avons pas la culture industrielle, je dirais, dans l'ADN. Il n'y a pas une zone de marché très importante. Donc, difficile. Difficile, mais ça n'empêche pas d'essayer d'attirer une activité économique sur Toulouse. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, dans le contexte actuel qui vaut ce qui vaut, c'est surtout sur des créations de petites entreprises, de start-up, si vous voulez, que l'on doit miser. Parce que c'est une façon de créer de l'emploi. Les grands groupes ne créeront plus d'emplois, au contraire. Et donc, c'est sur ces petites sociétés que l'on doit construire une activité économique. On peut regarder des sites américains comme Boston avec Harvard, MIT, comme Stanford. L'activité économique s'est créée non pas directement par le transfert d'innovation à partir de ces sites universitaires dans des entreprises. Ça s'est créé parce qu'il y a dans ce tissu de petites entreprises des entreprises qui sont devenues moyennes, qui sont devenues grosses et qui ont réinvesti, qui ont catalysé, je dirais, tout un développement économique. Aujourd'hui, notre fonds d'investissement régional, l'IRD, gère 350 millions. 350 millions, c'est même pas l'argent de poche de Jeff Bezos ou de Bill Gates ou des gens comme ça, qui peuvent se permettre, juste un exemple, aujourd'hui, ces gens-là qui sont devenus tous véganes, se permettent de financer massivement des sociétés qui, pour moi, n'ont aucun sens, où on cultive des cellules de muscles pour faire du beefsteak. Économiquement, ça ne peut pas passer, mais c'est tellement soutenu massivement par ces grands pontes de la finance que finalement, ça existe. Pourquoi tu dis que ça ne peut pas passer sur le plan économique? Je peux te donner le coût d'une culture cellulaire, ça n'a rien à voir au kilo avec le coût du beefsteak. Alors, évidemment, on peut jouer sur l'arrêt de la souffrance animale pour promouvoir ce genre d'activité, mais encore, quand on le construit sur des protéines végétales, ça tient la route. Sur des cultures cellulaires, ça me paraît extrêmement difficile. Bon, il y a quelques années, on voulait faire des beefsteaks avec du pétrole, alors tu vois. Pas... Est-ce que tu as un avis à la bioéconomie occitane, Bernadette? Non, pas vraiment, parce que je ne connais pas bien la situation de Toulouse. Mais il me semble que ce que dit Pierre est tout à fait juste. Il n'y a pas vraiment le support capitalistique
et le tissu industriel adéquat à Toulouse, ok, mais peut-être que c'est justement le moment d'inventer de nouveaux et l'occasion d'inventer de nouvelles logiques de développement industriel. Et notamment, il me semble que un atout de Toulouse, de la région Occitane, pourrait être un lien plus étroit entre l'agriculture et l'industrie. Et un autre modèle d'industrie, peut-être à moins grande échelle, moins standard, etc., mais qui rapproche davantage l'agriculture de l'industrie et qui les met en synergie. Alors, ça peut être des petites synergies locales, mais c'est certain que partir du territoire pour trouver des solutions, moi, je vois toutes les analyses, les interviews qu'on fait en ce moment auprès de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD, c'est quelque chose qui est bien ancré dans la culture. C'est-à-dire qu'on ne fera plus aucune innovation qui ne parte pas du territoire et qui ne mobilise pas les gens du territoire, qui ne les met pas dans la boucle. Et ça me paraît être quelque chose qui est prometteur. Mais donc, il y a une ouverture entre ce que vous dites tous les deux, parce que si on le prend tel qu'il est, le raisonnement de Pierre, il est imparable. Hein. Il n'y a pas de capital, il n'y a pas de culture industrielle et il n'y a pas de marché. Donc, on a une équation, mais ce qui est sous-jacent, c'est un modèle économique où effectivement, et c'est pour ça c'est très cohérent, Pierre, avec ton idée que c'est le prix d'un carbone indifférencié, en fait, hein, de la molécule de carbone, enfin de l'atome de carbone plutôt, qui dirige le tout. Et donc, du coup, on est sur un modèle où il y a une création d'équivalence entre tous les atomes de carbone, alors qu'on peut envisager une création de filières, de modes de valorisation, où le fait d'utiliser de la biomasse renouvelable avec éventuellement une complexité de la composition et pas être sur un modèle de cracking un peu à la façon de l'industrie pétrolière, mais où on utilise une matière complexe et on n'utilise pas simplement la propriété de l'atome de carbone, mais l'ensemble pour produire quelque chose, effectivement, qui est un peu différent. Alors, je ne sais pas si c'est des réflexions que vous avez au sein de TWB, mais dans les visites d'unité que j'ai faites, je suis allé au laboratoire de chimie des agro-industries et j'ai trouvé cette un peu, alors ce que je dis est peut-être, voilà, je parle à deux spécialistes, donc je marche sur les œufs, mais en tout cas je le fais et je vais casser les œufs. J'ai trouvé que cette façon effectivement de travailler sur des ressources complexes, sur la laine, sur souvent des déchets d'abattoirs, etc. Et pour les recomposer par des processus de transformation, donc l'extrusion, etc., pour refaire des matériaux, était une voie qui était assez intéressante et tout à fait complémentaire ou alternative d'une voie qui donc est plutôt axée sur finalement la purification des éléments. Donc, enfin, voilà, donc je vous livre cette question. Je sais que vous êtes tous les deux effectivement plus à même que moi d'élaborer là-dessus. Alors, moi, il me semble. Ah, pardon. Vas-y, Bernadette. Oui, moi, pour revenir au problème du recyclage des plastiques, qui est un des gros problèmes actuels, et des clés de l'économie circulaire, et donc éventuellement de la bioéconomie, il me semble que le problème n'est pas seulement un problème technique, c'est-à-dire de réduire les macromolécules à des monomères, de les dégrader, soit en chauffant, soit à l'aide d'enzymes. C'est aussi un problème de logistique et d'organisation. D'intégrer le recyclage c'est-à-dire que l'industrie des plastiques elle-même s'occupe du recyclage, comme on le fait dans les métaux.
hein. Voilà, il y a plein de problèmes qui sont des problèmes sociaux, d'organisation, de logistique, et pas seulement des solutions techniques. Il faut aussi, bien sûr, des mesures réglementaires qui imposent des taxes sans doute, mais il y a vraiment tout un concours de solutions qui peuvent concourir, qui peuvent permettre d'améliorer le recyclage des plastiques. Pierre? Oui, alors, moi je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau local. Je crois que nous avons la chance ici à Toulouse d'avoir, je l'ai dit en préambule, une pluridisciplinarité extraordinaire. Et cette pluridisciplinarité, très clairement, nous ne savons pas l'utiliser. Bon, il y a des efforts qui sont faits pour décloisonner, mais ces efforts ne sont pas suffisants. Je suis désolé, mais on n'a pas eu un IDEX parce qu'on a été incapable de décloisonner un certain nombre de choses. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour générer de la créativité. Donc là, il y a un atout sur lequel on peut miser, le potentiel toulousain, et j'espère que la démarche qui a été engagée de repenser l'organisation, université, école, etc., pourra générer ce décloisonnement. Bon, ensuite, il y a l'innovation. Si on innove, je suis désolé, mais je ne crois pas à la micro-entreprise, je ne crois pas. Bon, ça reste très marginal. Il faut que les procédés soient développés par des entreprises qui savent le faire. Sinon, nous allons nous retrouver dans quelques années sous la coupe totale des Chinois. Quand je vois la dynamique qu'il y a en Chine, qui se pose beaucoup moins de questions philosophiques que nous, on va être laminé complètement. Surtout que nous sommes incapables de nous protéger par des barrières ad hoc. J'ai plusieurs questions sur le chat, hein, donc je vais y relayer. Donc, une réaction de Victor Play, donc c'était au moment où Bernadette parlait de sciences économes et Victor Play disait « Je suis assez d'accord avec tout cela, on arrive dans un moment où la science devient plus libre, collaborative. » Bon, voilà, donc une réflexion sur les transformations de la science, c'était plutôt effectivement un commentaire qu'une question. Il y a une réaction de Céline Louafi, et donc je pense que c'est donc qui dit, je lis, pour nuancer ce que dit Pierre Monsant, il me semble que ce qu'il dit est surtout valable pour une bioéconomie de type 2, donc Céline reprend les catégories de Bernadette, mais est-ce que la bioéconomie de type 1 ne pourrait pas servir des modèles d'innovation distribués et frugaux réinscrits dans les territoires? Alors, je pense que c'est une question pour tous les deux, hein. Voilà, je peux anticiper les réponses, mais je ne vais pas les faire. Donc, Pierre d'abord, et puis Bernadette. Oui, je pense que la suggestion est tout à fait... c'est effectivement, en partant des territoires et des synergies qui émanent des territoires et de la société civile, et pas seulement de la science ou des ingénieurs, qu'on parviendra à la bioéconomie de type 1. Parce que pour créer des synergies, eh bien, il faut prendre en compte l'ensemble des acteurs et des données du problème. Et ça ne peut pas émerger, ce n'est pas une innovation qui peut sortir d'un laboratoire, ensuite passer au démonstrateur industriel et ensuite passer à la grande échelle. C'est une autre logique, et je pense que dans la crise actuelle, où on est en manque de fonctionnement normal, c'est une opportunité pour expérimenter des nouveaux modes d'innovation qui ne soient pas toujours sur le modèle industriel classique. Je pense qu'on va être, en fait, la question de la solution de la coexistence va se poser, parce que je pense qu'on a vraiment deux modèles, hein, Bernadette, c'était assez éclairant de dire, en fait, voilà, de présenter de façon un peu dichotomique ces deux types de bioéconomie, mais je trouve la remarque de Céline assez juste, en fait, hein, sur un positionnement de Pierre. Alors Pierre, tu n'es peut-être pas d'accord, mais sur le fait que tu es plutôt dans le type 2.
hein, qui est un mode de raisonnement. Et je veux dire, voilà, il n'y a pas. C'est le mode de raisonnement, quoi. Mais je voulais juste, avant de te donner la parole, Pierre, dire, enfin, tu as dit quelque chose qui m'a un peu perturbé tout à l'heure, c'était ben, finalement, en gros, là on parle le recyclage, etc., on parle plutôt des bobos, hein, enfin, pour le redire comme ça, quoi. C'est marrant parce que si tu prends Emmaüs, c'est pas du tout des bobos, tu vois ce que je veux dire. On est dans autre chose. Alors qu'on puisse considérer que c'est pas un modèle économique bon, généralisable ou souhaitable, etc. Mais le travail de recyclage, en fait, historiquement, en fait, c'est autre chose que C'est les très bobos. inventif. Le travail de recyclage exige Non, des trésors d'inventivité. si Ouais, tu veux, Pierre, là aussi, il y a deux niveaux. Là, il y a mon rêve personnel et puis il y a la dure réalité. Tu vois, jusqu'à il y a un an, je voyageais beaucoup et quand je voyais ce qui se passait en Asie en général, en Chine en particulier, ben, il y a une disjonction totale avec ce type de pensée. Bon, moi, je veux bien que nous sommes quand même relativement nantis dans notre contexte et nous nous posons des questions qui parfois sont un peu surréalistes. Tu vois, quand on va en arriver bientôt à refuser de tuer un animal pour manger, et ça va arriver, hein, ça va arriver dans quelques années. Quand je vois l'évolution qui est en cours, bon, moi ça me paraît surréaliste parce que quand je vais dans d'autres pays, c'est vraiment pas la question. Voilà, c'est tout. Donc il y a une disjonction entre ce que je pourrais rêver et puis la dure réalité d'une mondialisation qui est indéniable. oui, 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 oui. Mais alors, Nicolas Coquart invite effectivement à ces déplacements, hein, et il pose une question, pourquoi ne pas passer par des bioplastiques comme l'entreprise Bloom, que je ne connais pas, hein, Bloom basée en Suisse, plutôt que de garder du PET, trouver une solution pour dégrader les plastiques par des enzymes est intéressant, mais ne plus les utiliser, c'est encore mieux. Alors moi, enfin voilà, donc je vous relais cette question, je n'ai pas du tout de... Oui, encore, je crois que les PET, c'est les moins problématiques et qu'on sait maintenant les recycler et avec un bon rendement. Pour le coup, ça rentre dans le modèle classique, mais il y a quantité d'autres polymères synthétiques qui ne sont pas recyclables et qu'on devrait interdire et qui seront sans doute interdits d'ailleurs dans un avenir proche, dans la mesure où ils ne permettent pas de satisfaire aux objectifs du développement durable. Bon, je pense que mettre notre industrie en harmonie avec ces objectifs, alors bien sûr, ils sont peut-être du domaine de l'utopie et on peut rester dans la dure réalité de la compétitivité mondiale comme Pierre nous y invite, mais je pense que non, qu'on peut essayer de changer la dure réalité au nom précisément des valeurs qu'on veut promouvoir. Et je m'étonne, Pierre, que tu nous dises ça, parce que tu as mis en place un comité d'éthique à TWB qui a justement rompu avec la tradition classique des comités d'éthique qui se contentent de faire de l'acceptabilité sociale ou de l'évaluation en amont des impacts futurs, pour justement porter une attention aux valeurs sous-jacentes aux techniques qui émergent à TWB. Alors que maintenant tu nous dis que c'est mieux de laisser la philosophie à la porte, là je ne te comprends pas. Hein. Je ne dis pas qu'il faut laisser la philosophie à la porte. Si tu veux, dans TWB, j'étais dans mon rêve, j'ai construit un rêve, j'en ai fait une réalité. C'est une chose. Maintenant, on discute plus globalement de bioéconomie. Et il y a des auditeurs auxquels je ne peux pas raconter n'importe quoi, si tu veux. Alors à nous, tu racontais n'importe quoi, c'est ça. Ah non, Tu non, faisais dans non, la dentelle et tu racontais n'importe quoi. non, pas Maintenant, du tu es tout, dans... pas du tout, pas du tout. Non, 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 mais si tu veux, encore une fois, le fait d'être pluridisciplinaire, j'insiste là-dessus, ça m'a toujours amené à chercher les interfaces, et en particulier l'interface avec les philosophes. Maintenant, aujourd'hui, dire on va développer
des petites solutions locales pour chaque personne, etc., franchement, je ne crois pas que ce soit viable. Voilà. Et j'ai du mal à dire que ça va être viable. Ça ne m'empêche pas d'avoir des poules dans mon jardin, mais quand même. On a une question de Valérie Olivier, donc, qui nous demande si la construction de filières bioéconomiques et valorisation en cascade peut-elle valoriser la coexistence de la bioéconomie 1 et 2? Alors, on a peut-être une difficulté, c'est qu'il faut être d'accord sur... il y a un problème de connexion, non? Non, Non, c'est bon. Non? Non. Pardon. Ouais. Voilà. Donc, il y a toujours un problème, effectivement, de définition derrière, hein. Mais si on est sur cette opposition entre les types 1 et 2, donc comment, effectivement, par la construction de la filière, on peut envisager une coexistence des deux acceptions de la bioéconomie. Moi, j'avais un peu une question assez proche, c'est de dire... euh, si on se base, il faut peut-être que Bernadette redéfinisse, enfin nous redonne les définitions, mais dans une bioéconomie de type 1, quels pourraient être les types d'utilisation des connaissances en biotechnologie? Est-ce que ça fait une différence importante ou non? Est-ce qu'on est sur le même type de mode de production de connaissances et le même type d'utilisation de ces connaissances? Certes, il faut beaucoup de connaissances, je pense, pour mettre en place une bioéconomie circulaire. Et je pense que, mais c'est peut-être pas le même type de connaissances. Non seulement il faut des connaissances en génie génétique, mais il faut aussi sans doute beaucoup de connaissances en écologie, en microbiologie notamment, connaître les relations entre les microbes. Je pense par exemple à la science du sol aujourd'hui, des sols, hein, qui est beaucoup plus orientée vers l'étude des sociabilités des microbes qui habitent le sol et de comprendre que par quel mécanisme ils créent des coopérations ou des exclusions qui permettent de se débarrasser des maladies, etc. Donc oui, il faut énormément, énormément de connaissances, mais des connaissances de biologie qui portent moins sur un organisme et son patrimoine génétique que sur des communautés biologiques, peut-être. C'est une ébauche de réponse. moi, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, Bernadette. Effectivement, dans la nature, ces phénomènes-là sont des consortia. Et ce sont des systèmes qui vivent en échangeant de la matière, en échangeant de l'information. Et on est très, très loin de maîtriser ça, effectivement. Oui, donc à Toulouse, on a beaucoup de travaux sur les microbiotes de différentes Ouais. sortes. Voilà, donc, et aujourd'hui, toutes les analyses biologie à haut débit permettent en partie de faire ce type d'investigation. Je voudrais finir, en fait, on est assez proche de la fin pour revenir sur le comité éthique et enjeux sociétaux de TWB. Voilà, Pierre avait commencé, et puis Bernadette l'a réévoqué, et en vous demandant, en fait, en vous posant à tous les deux questions, et qui pourront être des questions un peu conclusives, c'est en gros, qu'est-ce que vous en tirez, chacun de vous, donc avec des positions évidemment différentes, et si une autre structure devait monter un tel comité, quelles seraient les recommandations principales? En quelques mots, évidemment. Bon, moi je peux, si tu veux, Oui, commencer. Je pense que l'originalité de l'approche éthique qui a été mise en place à TWB, c'était vraiment qu'elle était axée non pas sur les risques, hein, ni les risques pour l'environnement et la santé, ni les risques pour la société, etc. Les approches traditionnelles d'impact sur la société. C'était une approche très en amont, au moment de la constitution même du design et la construction d'un objet biotechnologique, de s'interroger sur les valeurs qu'il enferme.
ce qu'on appelle une approche axiologique, hein, s'interroger sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on est parti de cette idée que il y a une technique qui n'est pas neutre, hein, et elle ne sort pas d'un désert, elle est portée par un milieu culturel et elle est lourde de valeurs. Elle est lourde elle transmet des valeurs, elle véhicule, elle est formée par des valeurs, elle les véhicule, qui s'expriment bien souvent d'ailleurs dans les métaphores qu'on utilise, hein. Quand on parle, je sais pas moi, quand on parle pour CRISPR, de ciseaux moléculaires, tu vois, hein, on donne une impression de maîtrise, de contrôle, etc. Et donc, voilà, ou de mutation dirigée, tu vois, là, ça dit quelque chose, hein, voilà. Bon, et ben, ces valeurs-là sont des valeurs qui, quand elles s'appliquent aux vivants, ne peuvent pas faire l'économie de leur confrontation avec les valeurs qui existent dans notre culture. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas dans notre culture des grands partages entre vivants et non vivants, entre naturel et artificiel, voilà, qui n'existent peut-être pas dans d'autres cultures, notamment peut-être pas dans la culture chinoise ou la culture japonaise, mais qui existent dans notre culture. Et donc, c'est pas pour faire de l'acceptabilité sociale, parce que ces grands partages sont d'une certaine manière un peu à l'origine du rejet des OGM. Hein. Pas que, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est un peu en partie. Ou aujourd'hui des mutations dirigées. Mais c'est savoir que ces distinctions entre humain, non humain, vivant, non vivant, nature, artifice, elles sont mises en œuvre, ces grands partages, ils sont là et on doit en tenir compte. Et donc, pour en tenir compte, eh bien, il faut savoir que les techniques ne sont pas neutres d'un point de vue axiologique. Voilà. Et c'est un peu ça qui étaient les idées qu'on a développées et que moi je développe aussi bien au comité d'éthique de l'INRA que dans d'autres comités d'éthique, et qui me semble être une dimension de la réflexion sur les techniques. Je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, l'autre objectif de ce comité d'éthique, c'était de faire sortir un petit peu le chercheur et le scientifique de sa tour d'ivoire, lui faire accepter le regard extérieur. Et je crois que ça, je te rejoins tout à fait, Bernadette, sur un plan sociétal, c'est essentiel. Quand on est scientifique, on a tendance à dire, bon, moi je sais, les autres ne savent pas. Et le fait de pouvoir discuter avec des gens complètement extérieurs, mais qui posent le maximum de questions, ça a permis des avancées tout à fait remarquables. Et en particulier, beaucoup de partenaires de TWB ont apprécié au plus haut point la façon de travailler de ce comité d'éthique. Merci, c'est très éclairant, hein, ce que vous dites sur finalement le rôle de ce comité pour accroître les capacités de réflexivité finalement des chercheurs et puis poser très en amont la question des valeurs et de ne pas attendre effectivement qu'on soit le dos sur l'application pour dire quelles valeurs sont engagées dans le projet. On pourrait poursuivre hein, parce que c'est passionnant, c'est toujours trop court quand on discute avec vous, hein, mais voilà, donc on est au bout de ce séminaire. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité pour avoir accepté d'être là et puis dans les propos hein, que vous avez tenus. Pour moi, voilà, donc ce sont des moments qui sont très précieux. Je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces discussions. En tout cas, je crois que pour notre centre de recherche, c'est des espaces de débat qui sont très importants. Hein. Ça rejoint vos réflexions sur le rôle de ce comité, hein, mais je pense qu'on peut généraliser. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas se voir, on ne peut pas conclure ce moment par
le ver de l'amitié, mais bon, voilà, peut-être les vaccins iront plus vite que les mutations des virus et on reviendra peut-être un jour à la normale. Je vous remercie, je remercie les participants et puis toute l'équipe de com hein, voilà, qui nous a beaucoup aidé à faire cela et ben, à très bientôt pour la suite. Merci Merci, beaucoup. merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.